Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique d'économie qui traite aujourd'hui du coût d'option, coût de renonciation, c'est-à-dire cette contrainte incontournable qu'ont les sociétés face à la production de biens et de services due à la rareté des ressources. Enfin, nous utiliserons un modèle pour mesurer, pour évaluer des coûts d'option, des coûts d'opportunité, si vous préférez. Alors voilà, donc les économistes utilisent dans le langage scientifique de cette discipline donc différents termes pour illustrer le coût d'option qu'on définira dans quelques instants. Donc coût d'option, coût de renonciation, coût économique, ce sont des synonymes, somme toute, pour illustrer un concept tout à fait propre aux économistes, qui est celui du coût d'option. Donc, c'est-à-dire dû à notre contrainte fondamentale, contrainte incontournable par ailleurs, auquel fait face toutes les sociétés, c'est-à-dire que les besoins sont illimités, alors que d'autre part, les ressources productives, elles, sont limitées, d'où le phénomène de rareté, donc la contrainte incontournable. Et ultimement, ça signifie que les agents économiques, de manière individuelle, mais également la société devra faire des choix. Et c'est là qu'apparaît le concept de coût d'option, de coût d'opportunité, c'est-à-dire en réalisant ce choix, en prenant la décision économique de produire un certain type de bien ou de service, on renonce comme société à d'autres options, puisqu'il y avait d'autres usages possibles de ces ressources productives qu'on a sacrifiées. Donc, alors, voilà en quelque sorte le concept de coût d'opportunité. Alors, vous voyez apparaître à l'écran la définition plus officielle. Alors, donc, on parle de la valeur de la meilleure possibilité sacrifiée, donc, alors parmi celles qui étaient disponibles, donc parmi les options qui ont été non choisies. Les étudiants, par exemple, de niveau collégial, chaque heure qu'ils consacrent à leurs études, ce sont des heures en moins qu'ils peuvent offrir à leur employeur. Donc, on peut dire ici que le coût d'opportunité des études, c'est de travailler moins, donc d'avoir une plus faible rémunération à court terme. Donc, on peut dire également, globalement, que les dépenses nationales au niveau de la défense militaire, ce sont des dollars en moins pour l'éducation ou la santé, par exemple, puisque les ressources sont illimitées. Alors, il y en est de même également au niveau des professions, puisque comme le temps est une ressource également productive, c'est une ressource rare, alors le temps qu'on consacre à une profession, nécessairement, c'est du temps qu'on ne peut consacrer à une autre profession, donc d'où, en quelque sorte, l'aspect de la spécialisation et d'un choix final pour une profession ou même un type de bien ou de service. Alors, on va utiliser un modèle pour mesurer cette notion de coût d'opportunité. Alors, dans notre modèle de sciences humaines, de sciences sociales, on y va de quelques conditions préalables, de quelques prémices. En ce qui nous concerne, donc, la condition première, c'est celle du plein emploi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un modèle de plein emploi? On parle de conditions optimales, c'est-à-dire l'utilisation efficace, non pas maximale, puisqu'il va sans dire qu'une utilisation maximale pourrait mener, dans le cas des ressources naturelles, par exemple, à l'extinction, donc, mais un usage évidemment optimal compte tenu des connaissances qu'on a, des connaissances fournies par les scientifiques en ce qui a trait au taux d'exploitation optimale de nos ressources naturelles. En ce qui concerne les ressources humaines également, donc, dû au facteur humain, on comprend qu'une utilisation maximale n'est pas nécessairement optimale, puisque travailler 24 heures par jour ne serait de toute évidence pas optimal, considérant l'aspect humain de la fatigue, il va sans dire. En ce qui a trait aux conditions optimales de l'équipement de production, donc ici, on pourrait toutefois y aller au maximum, évidemment, de l'utilisation de nos capacités de production physique, c'est-à-dire l'équipement de production et la technologie. Donc, par ailleurs, on considère que les ressources dont on dispose sont fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux ajouts, de nouvelles découvertes ponctuelles. Alors, on a un certain niveau de ressources productives avec lesquelles on doit tenter de répondre aux besoins exprimés de la part de la population. Et bon, c'est une économie qu'on a simplifiée, donc qu'on propose comme prémisse que c'est une économie qui ne produit que deux types de biens, donc deux catégories de biens. Alors, c'est ce qu'on verra dans les prochaines minutes. Alors, voilà ce à quoi pourrait ressembler notre modèle des possibilités de production. Alors, j'attire votre attention sur
les points A, B, C, D et E, donc de l'image à l'arrière-plan. Alors ici, on voit que le modèle présente d'abord une courbe au plein emploi. Donc, lorsque nos ressources sont utilisées de manière optimale, on a une courbe. Donc, alors c'est ce qu'on voit ici. Et cette courbe nous indique trois choses, en fait. Donc, distinct, c'est-à-dire d'abord, sur la courbe elle-même, nous sommes au plein emploi. Donc, voilà nos possibilités de production. Donc, possibilités ici vraiment au sens strict du terme, c'est-à-dire voilà ce dont on est en mesure de réaliser à notre plein potentiel. Vous remarquerez également que le point W, donc, évidemment, comme notre modèle en est un duquel on émet quelques hypothèses, alors on n'est pas toujours, évidemment, dans des conditions optimales, donc de plein emploi. Alors, une situation qui pourrait se produire serait celle qu'on voit à l'écran, donc une situation qu'ici on a intitulée W, pardon. Alors, ici, on parle de contexte de sous-utilisation, de sous-production, sous-productivité, donc à l'échelle nationale. Alors, ce qui est un scénario qui n'est pas souhaitable, mais tout de même, on doit comprendre qu'à l'intérieur de notre courbe des possibilités de production, donc à l'intérieur de la courbe A, B, C, D et E, voilà ce dont on est en mesure de réaliser. En opposition, le point Z, identifié au tableau, serait une situation inaccessible compte tenu des facteurs de production dont on dispose. Alors voilà pour le modèle et ce dont il nous indique. Donc, plus précisément, le modèle également nous permettra de mesurer, donc vraiment évaluer de manière relativement précise des coûts d'option, des coûts d'opportunité. Donc, alors non pas en termes subjectifs, mais bien en termes objectifs. Alors, et on mesurera de la manière la plus précise possible des coûts d'option. Par exemple, on pourrait se poser la question, quel serait le coût d'opportunité de produire le premier camion militaire? Pour ce faire, je vous propose une méthode, donc une démarche qui est relativement simple, mais qui est relativement efficace. Alors, je vous rappelle que le coût d'option, le coût d'opportunité, ce sont les options auxquelles on a renoncé. Donc, en quelque sorte, les économistes envisagent les décisions des agents économiques sur la base de sacrifices pour obtenir un certain bénéfice. Alors, je vous invite à développer ce réflexe économique, disons-le ainsi. Alors, pour ce faire, donc, on doit d'abord identifier, trouver dans sa combinaison de production le bien ou le service en question. Donc, c'est la première étape de notre démarche. Et par la suite, c'est ce qu'on nomme, si on veut, donc le moment de la prise de décision, généralement, la situation précédente. Et finalement, on va estimer quels sont les gains, quels sont les bénéfices que profitera l'agent économique ou la société du point de vue macroéconomique, comme il est question ici actuellement, par rapport au sacrifice. Donc, alors, en ce qui concerne, dans l'exemple présent, donc le coût d'opportunité de produire le premier camion militaire, on se doit d'identifier d'abord à l'intérieur de quelle possibilité de production, avec les données qu'on a ici même, se retrouve le premier camion militaire. Alors, on constate qu'il est en fait à l'intérieur de la combinaison de production B, c'est-à-dire un camion militaire et 9 tonnes de denrées alimentaires. Donc, et la question à se poser également, à quel moment est-ce qu'on choisit comme société de produire une première tonne, un premier camion militaire? Bien, il va sans dire que ce moment-là est de toute évidence au moment où on n'en produisait aucun. Donc, la deuxième étape de notre démarche, alors c'était la situation précédente, c'est-à-dire le point A, au moment où il n'y avait aucun camion militaire de produit et que des denrées alimentaires. Et en ce qui nous concerne ici, 10 milliers ou peu importe l'unité, donc 10 tonnes de denrées alimentaires. Finalement, on procédera au calcul, c'est-à-dire que, alors, on compare la situation qu'on a choisie, c'est-à-dire le point B plutôt que le point A. Alors, on a gagné ici un camion militaire, puisque maintenant on a un camion militaire alors qu'auparavant on n'en disposait d'aucun. Toutefois, la conséquence
donc économique incontournable. Alors, pour obtenir davantage d'un bien, on doit renoncer nécessairement à un autre type de bien. Alors ici, des denrées alimentaires, donc on a maintenant 9 tonnes, alors qu'auparavant, on en avait 10. Donc, on comprend qu'ici, que le bénéfice d'obtenir un camion militaire, disons, et même ici, on peut, bien que le modèle, bien que l'exemple puisse paraître futile, on peut extrapoler que nos deux types de biens, donc le camion militaire représenterait la sécurité nationale, qui est quand même un bien, un service essentiel pour la population, et les denrées alimentaires, évidemment, besoin essentiel, donc de se nourrir. Alors voilà, alors on verrait ici, avec l'exemple actuel, qu'on aurait sacrifié une tonne de denrées alimentaires. On aurait pu procéder également au même type de calcul avec la même approche, donc pour estimer, évaluer quel aurait été le coût d'opportunité. Imaginons une société qui aurait été davantage poussée sur la sécurité nationale. Alors arrive un moment où se pose la question, est-ce qu'on doit produire davantage de denrées alimentaires, donc des besoins essentiels en nourriture, bien sûr? Alors, on identifie dans ce cas-ci la première tonne de denrées alimentaires qu'on retrouve à l'intérieur du point D, c'est-à-dire 3 et 4. Et encore une fois, à quel moment est-ce qu'on prend la décision de produire une première tonne de denrées alimentaires? Et évidemment, ici, il est question on en produisait nullement, c'est-à-dire au point E, où on produisait que des camions militaires et aucune denrée alimentaire. Alors, troisièmement, la troisième étape, alors, on effectue les calculs. Alors, ce qu'on constate, un gain de 4 tonnes de denrées alimentaires, le passage du point E au point D, finalement. Par contre, la conséquence, on a renoncé à un camion, puisque maintenant, on dispose de 3 camions militaires, alors qu'auparavant, on en possédait 4. Donc, ultimement, on comprendra que pour obtenir la première tonne de denrées alimentaires, comme société, nous avons renoncé à un quart de camion, en supposant évidemment ici, là, pour les besoins de notre exemple, que les camions militaires étaient divisibles. Okay? Alors, c'est ce qu'on constate. Alors, enfin, je vous laisse expérimenter l'ensemble des calculs pour les coûts d'opportunité pour l'ensemble des différentes quantités ou tant de camions militaires que de tonnes de denrées alimentaires. Et vous constaterez, du moins ce que les économistes ont constaté à ce jour, c'est que les coûts d'opportunité ont tendance à augmenter. Donc, avec la quantité, donc on dit que les coûts d'opportunité sont croissants. Donc, le fondement économique derrière ça est une question de productivité, de rendement. Donc, les rendements ont tendance à être décroissants pour certaines raisons, dont une particulièrement, c'est-à-dire que les ressources productives ne sont pas toutes parfaitement substituables ou mobiles. Donc, alors, plus on augmente la production d'un bien ou d'un service, plus on doit prendre des ressources productives qui étaient efficaces dans un autre domaine, sans pour autant l'être tout autant dans le nouveau domaine, la nouvelle industrie pour laquelle on lui demande maintenant de produire des biens et des services. À ce titre, un exemple évident serait, si on demandait à des agriculteurs, par exemple, de devenir des producteurs de soins de santé, il va sans dire que leur rendement serait affecté assurément à court terme. À long terme, par la formation et l'expérience, on peut penser que leur rendement serait plus grand, donc les coûts pourraient avoir tendance à diminuer. Et dans ce cas-ci, on parle de mobilité possible. Toutefois, dans le cas de certains équipements très spécifiques dans le domaine agricole, évidemment, ces équipements-là seraient d'aucune utilité, ou presque, dans le domaine des soins de santé et vice-versa. Donc, plus, comme société, on désire produire d'un certain type de biens et de services, généralement, les coûts d'opportunité ont tendance à croître. C'est ce que la théorie économique nous a enseigné au cours des 200 ou 300 dernières années. Alors là-dessus, je vous dis merci pour votre intérêt et à une prochaine chronique.